Bonjour, bienvenue dans le monde des mystères et des intrigues. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui va vous captiver jusqu'à la fin. Si vous aimez nos histoires, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonné nous motive à explorer davantage. Installez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous emporter. C'est parti. Dans le silence pesant de la nuit d'Annecy, le téléphone portable de Sophie Renaud vibrait contre la table de chevet. 3h17 du matin. Un message qui allait tout changer. Paul ne respire plus. Je t'ai, appelle dans 10 minutes. Elle regarda son mari qui dormait paisiblement à côté de elle, sans savoir que dans quelques heures, il serait parti pour toujours. Mais revenons en arrière. 6 mois plus tôt, quand tout a commencé. Le cabinet médical du docteur Mathieu Delcourt se trouvait rue Sainte-Claire, dans le cœur historique d'Annecy. Une façade discrète, ornée d'une simple plaque en laiton, qui brillait sous les rayons du soleil matinal. Derrière cette apparence tranquille, se cachait un des médecins les plus respectés de la ville. Un homme qui avait consacré 23 années de sa vie à soigner les habitants de cette charmante cité alpine. Ce matin de septembre, Mathieu ajustait sa blouse blanche devant le miroir de son bureau. À 45 ans, il conservait cette prestance naturelle qui inspirait confiance à ses patients. Ses cheveux grisonnants aux tempes lui donnaient un air distingué et ses yeux bleus, toujours attentifs, reflétaient une sincérité rare dans le milieu médical. Il avait bâti sa réputation sur la patience et l'écoute, des qualités qui lui avaient valu la fidélité de familles entières. Qu'à l'interphone grésilla doucement. « Docteur, monsieur et madame Renaud sont arrivés pour leur rendez-vous de 9h, annonça Carole, sa secrétaire depuis 15 ans. « Parfait, faites-les entrer dans quelques minutes. » Mathieu ouvrit le dossier de Paul Renaud. 53 ans, ancien professeur de littérature à l'université, retraité anticipé depuis 3 ans à cause de problèmes cardiaques. Le diagnostic était clair. Une cardiomyopathie dilatée qui nécessitait un suivi régulier et un traitement méticuleux. Paul était un patient exemplaire, toujours à l'heure, respectueux des prescriptions, accompagné invariablement par son épouse Sophie. Sophie Renaud. Mathieu marqua une pause en regardant sa photo dans le dossier médical. 42 ans, ancienne institutrice, maintenant femme au foyer dévouée. Sur la photo, elle souriait timidement, ses cheveux châtains encadrant un visage délicat aux traits fins. Ce qui frappait le plus chez elle, étaient ses yeux verts, expressifs et profonds, qui semblaient toujours porter une mélancolie silencieuse. Les premiers rendez-vous étaient déroulés de manière classique. Paul, homme cultivé et bavard, dominait les conversations, expliquant ses symptômes avec la précision d'un professeur. Sophie restait en retrait, attentive mais discrète, prenant des notes dans un petit carnet rouge que d'elle portait toujours avec elle. Elle posait parfois des questions pratiques sur les médicaments ou les examens à venir, mais sa voix était si douce que Mathieu devait se concentrer pour bien le entendre. Au fil des consultations, quelque chose d'imperceptible avait commencé à changer. Mathieu remarquait de plus en plus les détails, la façon dont Sophie serrait les mains quand Paul décrivait ses douleurs, comment elle détournait le regard quand son mari parlait de leur projet à venir, elle, expression de lassitude, qui traversait parfois son visage quand elle pensait que personne ne la regardait. Ce jour de septembre ne différait pas des autres, en apparence. Paul S.O. installa dans le fauteuil face au bureau. Sophie prit sa place habituelle sur la chaise à côté de lui. Mathieu commença, examen de routine, tension artérielle, auscultation cardiaque, vérification des réflexes. Paul bavardait comme à son habitude, racontant ses lectures récentes, ses promenades autour du lac d'Annecy, ses séances de jardinage qui, apaisaient. « Docteur, J. aimerait reprendre mes randonnées en montagne », déclara Paul avec enthousiasme. « Sophie et moi, nous adorions marcher sur les sentiers du Semnoz avant ma maladie. » Mathieu leva les yeux vers Sophie. Elle fixait ses mains croisées sur ses genoux, un sourire forcé aux lèvres. « Que en pensez-vous, madame Renaud? Vous paraissez préoccupée ?» Pour la première fois depuis longtemps, Sophie releva la tête et croisa directement le regard du médecin. Dans ses yeux verts, Mathieu perçut une tristesse profonde, presque tangible. « Je me s'inquiète toujours pour Paul. Ces derniers mois ont été difficiles. Je ne dors plus très bien, je vérifie constamment sa respiration la nuit. » Paul tourna vers sa femme un regard surpris. « Sophie, tu ne me avais jamais dit cela. » Un silence gêné installa dans le bureau. Mathieu sentit intuitivement qu'il venait de toucher quelque chose d'important, une faille dans harmonie apparente du couple.
est tout à fait normal, Madame Renaud. L'angoisse des proches est souvent plus difficile à gérer que la maladie elle-même. Peut-être pourriez-vous passer me voir seule, un de ces jours, pour que nous en parlions. Sophie acquiesça timidement, évitant de croiser le regard de son mari. La consultation se termina par les recommandations habituelles. Poursuite du traitement, surveillance du rythme cardiaque, activité physique modérée. Paul semblait satisfait, déjà impatient de planifier ses futures sorties. Sophie, elle, paraissait ailleurs, perdue dans ses pensées. Alors qu'ils se dirigèrent vers la sortie, Sophie se retourna une dernière fois vers Mathieu. « Docteur, serait-il possible de vous voir jeudi prochain? J'aimerais discuter de certaines inquiétudes. » « Bien sûr, Carole vous donnera un rendez-vous. » Paul était déjà dans le couloir, parlant avec la secrétaire de leurs prochaines vacances. Hélène n'avait pas entendu la demande de sa femme. Le jeudi suivant, Sophie se présenta seule au cabinet. Elle portait une robe bleu marine, simple mais élégante. Ses cheveux étaient légèrement ondulés, et Mathieu remarqua qu'elle était légèrement maquillée. Elle semblait différente, moins effacée, comme si l'absence de Paul lui permettait d'exister pleinement. « Asseyez-vous, Madame Renaud. Comment allez-vous » Sophie installa dans le fauteuil que son mari occupait habituellement. Pour la première fois, elle était face au médecin sans intermédiaire. « Docteur, je ne sais pas comment s'exprimer. Ces dernières années ont été épuisantes, pas seulement à cause de la maladie de Paul, mais est plus compliqué. » Mathieu adopta son attitude de écoute professionnelle, mais il sentait déjà que cette consultation ne ressemblerait à aucune autre. « Prenez votre temps. Je vous écoute. » Sophie inspira profondément, comme si elle apprêtait à révéler un secret longtemps gardé. « Paul et moi, nous nous sommes mariés il y a 25 ans. J avait 17 ans, lui 28. J était jeune, impressionné par sa culture, sa position sociale. Mes parents étaient ravis de ce mariage. Mais au fil des années, elle marqua une pause, cherchant ses mots. J et elle, impression, D, avoir disparu. Paul parle, Paul décide, Paul organise. Moi, je suis devenu invisible. Même dans sa maladie, c'est lui qui dirige tout, qui explique ce qu'il ressent. Je ne suis qu'une accompagnatrice silencieuse. Mathieu écoutait attentivement, troublé par la sincérité de cette femme qui se révélait enfin. Et depuis 3 ans, depuis sa retraite forcée, c'est qu'est encore pire. Il est constamment à la maison. Il veut tout contrôler, même mes sorties pour faire les courses. J et elle, impression D, étouffée. Des larmes perlaient dans ses yeux verts. Mathieu lui tendit une boîte de mouchoirs. « Vous sentez-vous déprimée, Madame Renaud ?»« Je ne sais pas. Je me sens vide, comme si ma propre vie ne me appartenait plus. » Mathieu réfléchit quelques instants. Cette femme avait besoin d'aide, mais pas uniquement médicale. Avez-vous déjà envisagé de consulter un psychologue ou peut-être de reprendre une activité qui vous appartienne vraiment? Sophie secoua la tête. « Paul pense que est inutile. Il dit que nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux. Et vous, est-ce que vous en pensez ?» Pour la première fois depuis le début de l'entretien, Sophie sourit vraiment. « Je pense que J aimerait me sentir vivante à nouveau. » Cette phrase résonna étrangement dans l'esprit de Mathieu. Il y avait dans la voix de Sophie une mélancolie qu'il émut profondément. Sans s'y en rendre compte, il avait légèrement rapproché sa chaise de celle de la jeune femme. « Vous savez, Madame Renaud, prendre soin des autres ne doit pas nous faire oublier de prendre soin de nous-mêmes. Votre bien-être est aussi important que celui de votre mari. » Sophie le regarda intensément. Dans ses yeux, Mathieu perçut quelque chose que Nzilna n'avait pas vu depuis longtemps, de la reconnaissance, de la gratitude pour être enfin écoutée et comprise. « Merci, docteur. Cela fait des années que personne ne m'en avait dit cela. » La consultation se prolongea au-delà du temps habituel. Ils parlèrent de tout et de rien, de ses anciennes passions d'institutrice, de ses lectures secrètes, de ses rêves abandonnés. Mathieu découvrait une femme intelligente, sensible, pleine de vie sous son apparence effacée. Quand Sophie quitta le cabinet ce jour-là, quelque chose avait changé entre eux. Un lien invisible était tissé, fait de compréhension mutuelle et de complicité naissante. Les semaines suivantes, les consultations de Paul prirent une tournure différente. Sophie participait davantage aux conversations, posait des questions plus précises, semblait plus présente. Paul, concentré sur sa propre santé, ne remarquait pas ces changements subtils. Mais Mathieu, lui, était de plus en plus attentif aux moindres gestes de Sophie, la façon dont elle prenait des notes, ses sourires discrets quand leurs regards se croisaient, sa manière de
attardé quelques secondes de plus à la fin de chaque visite. Un matin dès octobre, Paul arriva seul au cabinet. « Sophie a une migraine terrible, expliqua-t-il. Elle est morte, a demandé de vous présenter ses excuses. » Mathieu ressentit une déception inattendue. Il réalisa à quel point il attendait ces rendez-vous, principalement pour voir Sophie. « Qui espère que ce N est rien de grave. Peut-être devrait-elle passer me voir. »« Oh, vous la connaissez, elle ne veut déranger personne. Mais si cela persiste, je lui dirai de prendre rendez-vous. » Cette consultation avec Paul seul parut interminable à Mathieu. Il avait du mal à se concentrer sur les explications du patient, ses pensées dérivant constamment vers Sophie. Était-elle vraiment malade? Pourquoi ressentait-il cette inquiétude si intense? Le lendemain, vers 18 h, alors que Mathieu terminait sa journée de consultation, Carole était déjà partie. On frappa discrètement à la porte du cabinet. « Entrez !» Sophie apparut dans les embrasures de la porte hésitante. « Docteur, excusez-moi de venir si tard. J'espère que je ne vous dérange pas. » Mathieu sentit son cœur accélérer légèrement. « Pas du tout, Madame Renaud. Comment allez-vous? Paul Mess a dit que vous souffriez de migraine. » Sophie referma la porte derrière elle et S avança dans le bureau. Elle semblait nerveuse, mais déterminée. « En réalité, docteur, je n'avais pas de migraine hier. Avait besoin de réfléchir. »« À quoi ?» Sophie S arrêta face au bureau sans S s'asseoir. « À notre conversation de la semaine dernière. À ce que vous-même avez dit sur elle. Importance de prendre soin de soi. » Mathieu sentit que cette visite n'était pas ordinaire. L'atmosphère du bureau semblait chargée d'une tension nouvelle. « Et que, avez-vous conclu ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Que aimerait apprendre à me connaître à nouveau, mais je ne sais pas comment faire. » Elle s'approcha encore un pas. Maintenant, seul le bureau les séparait. « Docteur Delcourt, puis-je vous poser une question très personnelle ?» Mathieu acquiesça, troublé par les intensités du moment. « Êtes-vous heureux dans votre vie ?» Cette question inattendue déstabilisa complètement Mathieu. Personne ne lui avait jamais demandé cela, du moins pas avec une telle sincérité. « Je sens est une question complexe, Madame Renaud. »« Sophie, appelez-moi Sophie, S. Il vous plaît. »« Sophie, pourquoi me demandez-vous cela ?»« C'est parce que quand je vous regarde, j'ai l'impression de voir un qui, comme moi, a oublié ce que signifie vraiment vivre. » Ces mots touchèrent Mathieu en plein cœur. Depuis son divorce, 5 ans plus tôt, il était effectivement contenté d'exister, de fonctionner, sans jamais vraiment réfléchir à son bonheur personnel. Vous avez peut-être raison, Sophie. Entendre son prénom dans la bouche du médecin fit frissonner la jeune femme. Elle contourna lentement le bureau et s'approcha de lui. « Mathieu, je peux vous appeler Mathieu ?» Il hocha la tête, hypnotisé par cette proximité nouvelle. « Mathieu, est 42 ans, et et elle, impression de haine, avoir jamais vraiment vécu. Hier soir, en regardant Paul dormir, je me suis demandé si était cela, ma vie. Être elle, ombre de un des, autre jusque à ma mort. Elle était maintenant tout près de lui. Mathieu pouvait sentir son parfum délicat, voir les reflets dorés dans ses cheveux châtains. Sophie, je ne pense pas que nous devrions quoi? Être honnête, elle, un envers elle, autre. Reconnaître que il existe quelque chose entre nous. Mathieu se leva de sa chaise, troublé. Sophie ne recula pas maintenant la distance entre eux. Vous êtes l'épouse de mon patient, Sophie. Est contraire à toute éthique. Elle, éthique. Sophie eut un sourire triste. Elle est éthique de gâcher sa vie, que en pensez-vous? Elle leva doucement la main et effleura la joue de Mathieu. Je ne vous demande rien impossible, Mathieu. Juste de me voir, vraiment me voir. À ce moment précis, Mathieu Delcourt, médecin respecté et homme de principe, sentit que sa vie basculait irrémédiablement. Dans les yeux verts de Sophie, il voyait un appel au secours, un désir de renaissance mais aussi une attirance troublante qui faisait écho à sa propre solitude. « Sophie, chut !» murmura-t-elle, en se rapprochant encore. Et dans le silence du cabinet médical, au cœur d'Annecy, 2 âmes perdues venèrent de franchir une ligne invisible. Une ligne qui les mènerait bientôt vers des territoires dangereux, où l'amour et la mort se côtoieraient dans une danse tragique et inéluctable. Les derniers rayons du soleil, automne, filtraient à travers les rideaux, dessinant des ombres mouvantes sur les murs du bureau. Et quelque part dans cette lumière dorée,
Le destin venait de sceller le sort de 3 vies, celle de Sophie, assoiffée de liberté, celle de Mathieu, égaré par une passion interdite, et celle de Paul, qui dormait paisiblement chez lui, sans savoir que sa propre épouse venait de prononcer les premiers mots d'Ici, une histoire qui se terminerait par sa propre disparition. Les semaines qui suivirent cette première soirée au cabinet transformèrent radicalement l'existence de Sophie et Mathieu. Ce qui avait commencé par un simple effleurement de joue était devenu une liaison passionnée, alimentée par des années de solitude et de frustration refoulée. Leur rendez-vous secret organisait avec une précision chirurgicale. Sophie prétextait des courses qui durèrent des heures, des visites chez sa sœur à Chambéry, ou des séances de kinésithérapie pour des douleurs dorsaires imaginaires. Mathieu, de son côté, bloquait des créneaux entre ses consultations, fermait parfois le cabinet plutôt sous prétexte de formation médicale. Le cabinet médical était devenu leur refuge. Dans ce lieu où se mélangeaient l'odeur de désinfectant et le parfum discret de Sophie, ils volaient des moments d'intimité qui les faisaient oublier le monde extérieur. Mathieu avait installé un petit canapé dans son bureau de consultation, officiellement pour les patients qui se sentaient mal. Officieusement, C.E. était devenu le témoin silencieux de leurs étreintes clandestines. « Paul a rendez-vous jeudi prochain pour ses examens de routine », murmura Sophie un après-midi de novembre, blottie contre Mathieu sur le fameux canapé. « Je sais. J. et son dossier sous les yeux tous les jours. » Mathieu caressa doucement les cheveux de Sophie. Ces moments de tendresse après leur retrouvailles étaient peut-être ce qu'il préférait le plus. Sophie devenait alors fragile, vulnérable, tellement différente de la femme effacée qui accompagnait Paul aux consultations. « Mathieu, est-ce que tu penses parfois à... Après ? Après quoi ? Après Paul ?» Ces mots créèrent un malaise immédiat. Mathieu se redressa légèrement, forçant Sophie à le regarder. « Sophie, de quoi tu parles exactement ? Tu sais bien ce que je veux dire. Paul ne va pas vivre éternellement avec sa condition cardiaque. Et quand ce moment arrivera, nous pourrons enfin être ensemble ouvertement. » Mathieu sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Il y avait dans la voix de Sophie une froideur qu'il ne lui connaissait pas. « Sophie, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Paul est mon patient, et C.A. est ton mari. Mon mari qui ne me voit même pas exister. Mon mari qui me traite comme une domestique depuis 25 ans. » Sophie Essous était redressée, ses yeux verts brillaient une colère contenue. « Tu crois que J ait envie de continuer cette comédie encore longtemps? De faire semblant d'être la parfaite épouse dévouée quand je rêve chaque nuit d'une vraie vie avec toi ?» Mathieu fut troublé par la véhémence de ses paroles. Il découvrait un aspect de Sophie qu'il n'avait jamais soupçonné. Une détermination farouche, presque effrayante. « Sophie, calme-toi. Nous ne pouvons pas construire notre bonheur sur la mort de quelqu'un, mais nous le construisons déjà sur son mensonge. Chaque fois que je rentre à la maison et que je lui mens sur mes sorties, chaque fois que tu examines son cœur en sachant que tu couches avec sa femme, nous sommes déjà des menteurs, Mathieu. » Ces mots firent effet une gifle. Mathieu réalisa soudain les ampleurs de la situation dans laquelle il s'était enlisé. En tant que médecin, il avait trahi la confiance de Paul de la manière la plus abjecte qui soit. « Mon Dieu, Sophie, que est-ce que nous sommes en train de faire ?» Sophie se rhabilla rapidement, visiblement agacée par ce soudain accès de culpabilité. « Nous sommes en train de vivre, Mathieu. Pour la première fois de nos vies, nous sommes en train de vraiment vivre. » L.S. approcha de lui et posa ses mains sur ses joues. « Regarde-moi. Dis-moi que tu étais heureux avant moi. Dis-moi que tu veux retourner à ta vie d'avant, à tes consultations monotones, à tes soirées solitaires devant la télévision. » Mathieu ne put mentir. Ces dernières semaines avaient été les plus intenses de son existence. Sophie avait réveillé en lui une passion qu'il croyait morte depuis son divorce. « Non, je ne peux pas te dire cela. Alors arrête de culpabiliser. Amour n'a pas de règle, Mathieu. » Mais amour avait des conséquences, et celles-ci ne tardèrent pas à se manifester. Le jeudi suivant, Paul se présenta au cabinet pour sa consultation trimestrielle. Mathieu avait passé la nuit précédente à réviser son dossier, essayant de retrouver son professionnalisme habituel. Mais quand Paul S. installa dans le fauteuil, accompagné de Sophie qui évitait soigneusement son regard, Mathieu sentit ses mains trembler légèrement. « Alors, docteur, comment vont mes artères coronaires ?» plaisanta Paul avec sa bonhomie habituelle. Mathieu procéda aux examens de routine. Tension artérielle légèrement élevée, rythme cardiaque irrégulier mais stable, essoufflement à effort modéré.
Les résultats étaient conformes aux attentes pour un patient dans L, état de Paul. Globalement, votre condition reste stable, monsieur Renaud. Cependant, je pense qu'il serait prudent d'ajuster légèrement votre traitement. Sophie releva brusquement la tête. Ça, c'était la première fois que Mathieu parlait de modifier la médication de Paul. Un ajustement? De quel type? Demanda Paul inquiet. Votre tension est un peu plus élevée que d'habitude. Je voudrais ajouter un diurétique à votre traitement actuel. Cela vous aidera à éliminer L, excès de liquide, et soulagera votre cœur. Mathieu rédigea L, ordonnance sans croiser le regard de Sophie. Il savait que elle n'observait, mais il ne voulait pas voir l'autre expression de son visage. Docteur, intervint Sophie D, une voix barlée audible. Est-ce vraiment nécessaire? Paul se sent plutôt bien ces derniers temps. Madame Renaud, la médecine préventive est essentielle dans le cas de votre mari. Mieux vaut prévenir une complication que la traiter après coup. Paul, rassuré par l'autorité de son médecin, acquiesça sans hésitation. Vous avez raison, docteur. Sophie s'inquiète toujours pour rien. Je ferai exactement ce que vous me prescrivez. En sortant du cabinet, Sophie S. attarda quelques secondes à la réception pendant que Paul récupérait sa veste. « Il faut que on parle », murmura-t-elle à Mathieu. « Pas ici, pas maintenant. Ce soir, 20h, parking du lac. » Mathieu acquiesça discrètement avant de raccompagner Paul. Le soir même, Mathieu retrouva Sophie sur le parking désert face au lac des Annecy. Les lumières de la ville se reflétaient dans elle d'eau noire, créant une atmosphère à la fois romantique et inquiétante. Sophie Lay attendait appuyée contre sa voiture, emmitouflée dans un manteau sombre. « Pourquoi as-tu changé son traitement » attaqua-t-elle sans préambule. « Parce que c'est nécessaire médicalement. Sa tension artérielle nécessite une surveillance accrue. » Menteur. Le mot claqua dans elle, air froid de novembre. Mathieu se figea. « Comment oses-tu me dire cela ?»« Parce que J est vérifié. J est appelé ma sœur Claire, elle est pharmacienne, tu le sais. Je lui ai décrit les symptômes de Paul et les médicaments qu'il prend déjà. LM a dit que L ajoute un diurétique dans son cas précis pouvait être dangereux. S, il est mal dosé ou mal surveillé. » Mathieu sentit la colère monter en lui. Non seulement Sophie remettait en question son diagnostic, mais elle avait impliqué sa belle-sœur dans leurs affaires. « Sophie, je suis médecin depuis plus de 20 ans. Je pense savoir mieux qu'une pharmacienne ce qui convient à mon patient. Ton patient ou mon mari gênant ?» Cette accusation était si directe, si brutale, que Mathieu resta sans voix quelques secondes. « Tu penses vraiment que je pourrais… » « Je pense que tu es aussi désespéré que moi de sortir de cette situation impossible. Et je pense que parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. » Sophie S. approcha de lui, posa ses mains gantées sur sa poitrine. « Mathieu, regarde-moi. Est-ce que tu m'aimes ? Bien sûr que je t'aime. Assez pour construire une vraie vie avec moi ? Oui, mais il n'y a pas de mais, Mathieu. Il n'y a que nous deux. Et les obstacles qui nous empêchent d'être heureux. » Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Mathieu. Paul n'était plus un homme, un patient, un être humain avec ses propres droits à la vie et au bonheur. Il était devenu un obstacle dans l'esprit de Sophie. « Sophie, tu me fais peur quand tu parles comme ça. » J ait peur aussi, Mathieu. J ait peur de vieillir sans avoir jamais été heureuse. J ait peur de mourir sans avoir vraiment vécu. Elle se colla contre lui, cherchant la chaleur de son corps dans le froid de la nuit. « Fais-moi confiance, Mathieu. Juste une fois, fais-moi confiance. » Cette nuit-là, ils firent amour dans la voiture de Sophie, garée face au lac. Leurs gestes étaient différents, plus urgents, chargés d'une tension nouvelle. Mathieu avait l'impression de franchir un point de non-retour, mais la passion qu'il ressentait pour Sophie balayait tous ses scrupules. Les jours suivants, Paul commença son nouveau traitement. Au début, tout semblait normal. Il prenait ses médicaments avec la ponctualité habituelle, continuait ses promenades quotidiennes, lisait ses livres favoris dans son fauteuil près de la fenêtre. Mais Sophie observait. Elle notait chaque changement, chaque signe de fatigue, chaque essoufflement un peu plus marqué. Elle avait acheté un petit carnet noir où elle consignait méticuleusement l'état de santé de son mari, comme si elle collectait des preuves pour un rapport médical. « Paul a eu des vertiges ce matin en se levant », rapporta-t-elle à Mathieu lors d'un de leurs rendez-vous secrets. « C'est normal au début du traitement. Son organisme doit habitué. Hier soir, il s'est causé plein de nausées après le dîner. » Mathieu fronça les sourcils. Ces symptômes, n'étaient pas anormaux,
mais leur accumulation commençait à l'inquiéter. « Je vais peut-être réduire légèrement le dosage. »« Non !» La véhémence de Sophie le surprit. « Je veux dire, tu as dit toi-même que c'était normal, non? Il faut laisser le temps au traitement de faire effet. » Mathieu la regarda attentivement. Il y avait dans les yeux de Sophie une lueur qu'il n'arrivait pas à identifier. Espoir? Excitation? Ou quelque chose de plus sombre? « Sophie, est-ce que tu es en train de souhaiter que Paul aille plus mal? »« Je souhaite qu'il aille mieux, bien sûr. Mais si le destin en décide autrement. » Elle laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. 3 semaines après le début du nouveau traitement, Paul fit une chute dans les escaliers de leur maison. Sophie raconta leurs incidents à Mathieu avec un luxe de détails troublants. Il descendait pour prendre son petit déjeuner comme tous les matins. Soudain, il a porté la main à sa poitrine, il a dit qu'il se sentait étourdi et il a chuté. J. ait eu si peur, Mathieu. Mais dans sa voix, Mathieu ne perçut aucune réelle inquiétude, plutôt une sorte de excitation contenue. Il m'est fait mal, quelques contusions, rien de grave. Mais J. ait pensé que tu devrais, elle, examiner. Paul se présenta au cabinet le lendemain, une échymose violette sur la joue droite. Il plaisantait sur sa maladresse, mais Mathieu remarqua qu'il semblait plus fatigué que ou habitude. L'examen révéla une tension artérielle anormalement basse et un rythme cardiaque erratique. Mathieu sentit l'inquiétude le gagner. « Monsieur Renaud, comment vous sentez-vous depuis que vous prenez le nouveau médicament ?»« Un peu fatigué, docteur. Et parfois J. ait des vertiges. Ma femme dit que c'est normal. » Mathieu jeta un coup d'œil vers Sophie, qui se contentait de sourire innocemment. « Je pense qu'il serait prudent de faire une prise de sang de contrôle et peut-être de réduire temporairement le dosage. Si vous le jugez nécessaire, docteur. » Ce soir-là, Mathieu passa des heures à réviser la littérature médicale concernant les interactions médicamenteuses dans le cas de Paul. Plus il lisait, plus son inquiétude grandissait. Le dosage comme il avait prescrit, combiné aux autres médicaments de Paul, pouvait effectivement causer des complications graves. Avait-il commis une erreur professionnelle? Ou pire, avait-il inconsciemment sabré le traitement de Paul sous, influence de Sophie? Il téléphona à Sophie vers minuit. « Il faut que je voie Paul en urgence demain. Je pense qu'il y a un problème avec son traitement. » « Quelle sorte de problème? »« Le dosage est peut-être trop élevé. Je veux modifier sa prescription. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Sophie, tu es là? »« Oui, je suis là. »« Mathieu, est-ce que tu es en train de paniquer? »« Je suis en train d'être responsable. Demain, 10 heures, sans faute. » Mais Paul Renaud ne viendrait jamais à ce rendez-vous. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, Sophie fut réveillée par un gémissement sourd venant du lit conjugal. Paul se tenait la poitrine, le visage contorsionné par la douleur. « Sophie, appelle, les secours. » Mais Sophie resta immobile, observant son mari lutter contre ce qui semblait être une crise cardiaque majeure. Pendant de longues minutes, elle ne bougea pas, comme hypnotisée par le spectacle de cet homme qui l'avait ignoré pendant des années et qui maintenant, elle, implorait du regard. Quand elle composa enfin le numéro des urgences, il était trop tard. Paul Renaud mourut cette nuit-là, à l'âge de 53 ans, officiellement d'un infarctus du myocarde. Mais dans le cœur de Sophie et dans l'esprit de Mathieu, une vérité plus sombre venait de naître. Ils avaient peut-être tué un innocent pour construire leur bonheur sur ses cendres. Et quelque part dans Annecy, Claire Renaud, sœur de Paul et pharmacienne de profession, apprêtait à poser les questions qui allaient tout faire se écrouler. Le jour des funérailles de Paul Renaud, la petite église Sainte-Bernadette des Annecy était remplie d'une foule silencieuse. Collègues universitaires, anciens étudiants, voisins, tous étaient venus rendre un dernier hommage à cet homme respecté qui avait consacré sa vie à les enseignements de la littérature française. Sophie, vêtue d'un tailleur noir impeccable, recevait les condoléances avec une dignité parfaite. Ses yeux étaient secs, son maintien irréprochable. Certains admiraient son courage face à l'épreuve. D'autres trouvaient cette absence de larmes troublantes pour une veuve fraîchement endeuillée. Au premier rang, Claire Renaud observait sa belle-sœur avec une attention particulière. À 48 ans, Claire possédait l'intelligence analytique de son frère et les instincts aiguisés, une pharmacienne habituée à déceler les incohérences. Quelque chose dans l'échille d'attitude de Sophie, elle, inquiétait, sans que mince elle puisse encore mettre le doigt sur le problème.
Mathieu Delcourt se tenait au fond de l'église, en retrait. Il avait signé le certificat de décès la veille, mentionnant infarctus aigu du myocarde, comme cause officielle. Personne n'avait remis en question son diagnostic, d'autant plus que l'état cardiaque de Paul était connu de tous. Pourtant, Mathieu n'arrivait pas à chasser un sentiment de culpabilité qui lui rongeait tout l'estomac depuis 48 heures. Pendant la cérémonie, Sophie croisa une seule fois le regard de Mathieu. Dans ses yeux verts, il ne vit ni tristesse ni regret, mais une lueur de satisfaction qui le glaça de meffroi. Pour la première fois depuis le début de leur liaison, Mathieu réalisa qu'il ne connaissait peut-être pas vraiment la femme dont il était tombé amoureux. Après l'enterrement, les proches se retrouvèrent chez Sophie pour le traditionnel repas de condoléances. La maison des Renaud, une jolie bâtisse de pierre située dans le quartier résidentiel des Marquisats, bourdonnait de conversations feutrées et de souvenirs partagés. Claire aida Sophie à servir le café, profitant de ce moment d'intimité pour engager une conversation qu'elle préparait depuis la veille. « Sophie, comment te sens-tu? Vraiment? C'est difficile, Claire. Mais je tiens le coup. Paul MS avait dit au téléphone la semaine dernière qu'il ne se sentait pas très bien. Il mentionnait des vertiges, des nausées. » Sophie continua à verser le café sans lever les yeux. Oui, le docteur Delcourt avait modifié son traitement. Paul devait s'habituer aux nouveaux médicaments. Justement, aimerait voir cette nouvelle ordonnance. En tant que pharmacienne, je pourrais peut-être expliquer les effets secondaires normaux. Pour la première fois, Sophie hésita. Je ne sais pas où Paul, a rangé. Tout est encore si confus. Claire nota cette hésitation. Paul était méticuleux. Il rangeait toujours ses ordonnances dans le même tiroir de la cuisine. Claire le savait pour elle avoir vu faire des dizaines de fois. « Ne t'inquiète pas, je peux appeler directement le docteur Delcourt. Il pourra me donner les détails. » Non. La réaction de Sophie fut si vive qu'elle renversa un peu de café. « Je veux dire, laisse-moi d'abord retrouver les ordonnances. Je préfère m'en occuper moi-même. » Cette réaction confirma les soupçons naissants de Claire. Quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire. Le lendemain, Claire prit un congé exceptionnel à la pharmacie et se rendit directement au cabinet du docteur Delcourt. Elle avait préparé son approche. En tant que sœur du défunt et professionnelle de santé, elle avait le droit de poser des questions sur le traitement de Paul. Mathieu la reçut dans son bureau avec une courtoisie un peu crispée. Il attendait à cette visite, mais espérait secrètement que Zellen aurait jamais lieu. « Madame Renaud, toutes mes condoléances. Votre frère était un homme remarquable. » « Merci, docteur. C'est justement de Paul que je voudrais vous parler. » Claire m'installa face au bureau, sortit un petit carnet de son sac. En tant que pharmacienne, aimerait comprendre les circonstances exactes de sa mort. Paul avait que 53 ans. Son état cardiaque était surveillé. Cette crise semble si soudaine. Mathieu sentit ses mains devenir moites. Malheureusement, Madame Renaud, les accidents cardiaques restent imprévisibles, même avec une surveillance médicale appropriée. Bien sûr, mais aimerait connaître son traitement exact au moment du décès. Sophie a dit que vous aviez récemment modifié sa médication. Mathieu ne pouvait plus reculer. Il sortit le dossier de Paul et énuméra les médicaments prescrits. Claire prenait des notes, son visage devenant de plus en plus grave au fil de les énumérations. « Docteur, pardonnez-moi, mais cette combinaison me semble risquée. » Le dosage du diurétique, associé au bêta-bloquant que Paul prenait déjà, pouvait provoquer une hypotension sévère. A évalué les risques, Madame Renaud. Ce dosage était justifié par l'évolution de son état. Quelle évolution? Paul avait téléphoné 3 jours avant sa mort. Il se sentait plutôt bien. Il projetait même de reprendre ses cours de littérature à Université populaire. Cette information déstabilisa Mathieu. Paul ne lui avait jamais parlé de ses projets lors de leur dernière consultation. Il est possible que votre frère ait minimisé ses symptômes pour ne pas vous inquiéter. Claire referma son carnet un geste sec. Docteur Delcourt, en 30 ans de pharmacie, ai vu beaucoup de erreurs de prescription. Celle-ci ressemble à une erreur, ou à autre chose. Que voulez-vous insinuer exactement? Rien pour le moment. Mais aimerait avoir accès au dossier médical complet de mon frère. C'est mon droit légal. Mathieu acquiesça, sachant qu'il ne pouvait pas refuser. Mais il savait aussi que ce dossier contenait des éléments qui pourraient éveiller autres soupçons. Le soir même, Claire éplucha le dossier médical de Paul dans son appartement du centre-ville, Annecy.
Plus elle lisait, plus ses doutes se confirmaient. Les notes de Mathieu révélaient des incohérences troublantes. L'état de Paul était décrit comme stable dans les rapports précédents, puis subitement préoccupant lors de la dernière consultation, justifiant la modification du traitement. Mais le plus troublant était ailleurs. En marge de certaines pages, Claire remarqua des traces d'effacement, comme si des notes avaient été modifiées après coup. Et dans le dossier informatique, elle découvrit que plusieurs consultations avaient été mises à jour après la mort de Paul. Cette découverte la poussa à aller plus loin. Le lendemain, elle se rendit à la gendarmerie des Annecy-le-Vieux et demanda à parler au capitaine Marc Dufresne, un ami de la famille qu'elle connaissait depuis l'enfance. « Claire, que puis-je faire pour toi ?»« Marc, J. ai besoin de tes conseils. Je pense que la mort de Paul n'est peut-être pas aussi naturelle qu'elle en a LR. » Le capitaine Dufresne écouta attentivement le récit de Claire, prenant des notes sur les incohérences médicales qu'elle avait relevées. « C'est troublant, effectivement, mais tu sais que nous ne pouvons pas ouvrir une enquête sur de simples soupçons. Il nous faudrait des preuves plus concrètes. Et si je te disais que J. ait aussi des doutes sur le comportement de Sophie ?» Claire raconta alors les réactions étranges de sa belle-sœur, la page absence de chagrin apparent, le pèse empressement à refuser son aide pour examiner les médicaments, cette lueur troublante dans ses yeux pendant les funérailles. « Tu penses qu'elle pourrait être impliquée ? Je pense qu'elle cache quelque chose. Et je pense que le docteur Delcourt aussi. » Marc Dufresne réfléchit quelques instants. « Claire, je ne peux pas lancer une enquête officielle, mais rien ne m'en empêche de poser quelques questions discrètes. Laisse-moi faire quelques vérifications. » Les vérifications discrètes du capitaine Dufresne commencèrent par une visite de courtoisie chez Sophie. Officiellement, il venait s'assurer qu'elle allait bien et lui proposer l'aide des services sociaux si nécessaire. Sophie le reçut dans son salon, impeccablement rangé. Aucune trace du désordre que l'on pourrait attendre chez une veuve fraîchement endeuillée. « Madame Renaud, comment vous adaptez-vous à cette épreuve ? » « CO est difficile, capitaine, mais J essaie de rester forte. Paul N aurait pas voulu me voir effondré. »« Bien sûr. Dites-moi, étiez-vous présente quand votre mari a fait sa crise cardiaque ?» Sophie eut une micro-hésitation, si brève que seul un enquêteur expérimenté pouvait la remarquer. Oui, J était dans le lit à côté de lui. Il est réveillé en gémissant. J est immédiatement appelé les secours. À quelle heure exactement? Vers 3 heures du matin, peut-être 3h15. Marc Dufresne nota cette information, sachant comme il pourrait vérifier horaire exact de appel des urgences. Avant cette nuit-là, aviez-vous remarqué des signes inquiétants chez votre mari? Il était fatigué depuis quelques semaines. Le docteur Delcourt avait changé son traitement. Paul devait habitué. Ce changement de traitement était-il inhabituel? Sophie hésita à nouveau. Non, enfin, le docteur Delcourt suit Paul depuis des années. Je lui fais entièrement confiance. Cette réponse éveilla la curiosité du capitaine. Pourquoi Sophie semblait-elle si soucieuse de défendre le médecin? En quittant la maison des Renaud, Marc Dufresne avait une certitude. Sophie mentait. Peut-être pas sur les faits principaux, mais elle cachait définitivement quelque chose d'important. Sa deuxième étape fut le cabinet du docteur Delcourt. Cette fois, l'approche fut plus directe. « Docteur, je mène une enquête de routine suite au décès de M. Renaud. Sa sœur S interroge sur les circonstances médicales. » Mathieu pâlit légèrement. « Je ne vois pas ce qui pourrait être étrange. Paul Renaud est mort dès une crise cardiaque, ce qui était malheureusement prévisible compte tenu de son état. Pourtant, sa sœur pharmacienne trouve votre dernière prescription audacieuse. Les pharmaciens ne sont pas médecins, capitaine. Ils ne peuvent pas toujours comprendre les subtilités d'un diagnostic clinique. » Marc Dufresne nota les arrogances de cette réponse, si différente de l'état d'humilité habituel des médecins face aux questions sur leurs patients décédés. « Docteur, depuis combien de temps connaissiez-vous la famille Renaud? » « Environ 5 ans. Je les ai pris en charge quand Paul a été diagnostiqué. Et vous aviez quelle relation avec Madame Renaud? » Cette question directe fit tressaillir Mathieu. « Relation? Elle accompagnait son mari aux consultations, et tout. Bien sûr. Merci de votre temps, docteur. » En sortant du cabinet, Marc Dufresne était convaincu que le médecin lui avait menti. Son instinct de policier, aiguisé par 20 ans d'épée d'enquête, lui soufflait que Mathieu Delcourt cachait quelque chose d'important concernant Sophie Renaud. Le soir même, il appela Claire. J et interrogé Sophie et le médecin. Ils mentent tous les deux. J en suis certain. Cuc, est-ce que
On fait maintenant. On creuse. Discrètement, mais on creuse. Une enquête officieuse prit une tournure décisive quand Marc Dufresne eut l'idée de vérifier les relevés téléphoniques. En tant que capitaine de gendarmerie, il avait accès à certaines informations, surtout dans le cadre une enquête sur un décès suspect. Les relevés révélèrent une vérité explosive. Sophie et Mathieu S. étaient téléphonés quotidiennement pendant les 3 mois précédant la mort de Paul. Des appels longs, souvent tardifs, parfois plusieurs fois par jour. Mais le plus troublant était l'horaire de l'appel des urgences. Sophie avait effectivement contacté les secours à 3h17, mais les relevés montraient qu'elle avait d'abord appelé Mathieu à 3h02, 15 minutes plus tôt. Pourquoi appeler le médecin de famille avant les urgences lors d'une crise cardiaque? Cette découverte poussa Marc Dufresne à franchir un cap. Il demanda officiellement l'autorisation ouvrir une enquête préliminaire pour circonstances suspectes entourant un décès. La enquête officielle commença par exhumation du corps de Paul Renaud. Claire avait donné son accord, malgré l'opposition véhémente de Sophie qui criait au scandale et à la profanation de mémoire. Autopsie, réalisée par le légiste de la police scientifique de Lyon, révéla des éléments troublants. Paul était effectivement mort d'un arrêt cardiaque, mais les analyses toxicologiques montrèrent des niveaux anormalement élevés de digitoxine dans son sang. La digitoxine était un composant du nouveau médicament prescrit par Mathieu, mais à des taux qui dépassaient largement la dose thérapeutique normale. Overdose accidentelle ou empoisonnement volontaire, se demanda le légiste en rédigeant son rapport. Pendant que l'enquête scientifique progressait, Marc Dufresne approfondissait les investigations sur la relation entre Sophie et Mathieu. Une surveillance discrète révéla qu'ils continuaient à se voir, prétendument pour gérer les aspects médicaux du dossier de Paul. Mais leur rencontre avait lieu dans des endroits étranges pour des discussions professionnelles. Un parking isolé près du lac, un café discret en dehors des Annecy, parfois même au cabinet médical après les heures d'ouverture. La vérité éclata quand Marc Dufresne obtint un mandat pour fouiller le domicile de Sophie. Dans sa chambre, cachée sous une pile de linge, ils découvrirent une boîte à chaussures contenant des éléments accablants. Des lettres d'amour manuscrites signées Monsieur, des photos de Sophie et Mathieu ensemble dans des poses intimes. Et surtout, un petit carnet noir où Sophie avait noté jour après jour évolution de état de Paul sous son nouveau traitement. Mais le plus terrible était la dernière page du carnet, où Sophie avait écrit de sa main « Au jour 8, Paul a eu sa première vraie crise de vertige. Mathieu avait raison. Le dosage fait effet. Encore quelques jours et tout sera fini. Je n'aurai plus à mentir, plus à me cacher. Nous pourrons enfin être libres. Paul ne souffre pas vraiment, il et endort doucement vers sa fin. C'est presque une délivrance pour lui aussi. » Cette découverte changea complètement la nature de l'enquête. Sophie et Mathieu furent arrêtés le même jour, dans la matinée du 15 décembre, exactement 6 semaines après la mort de Paul. Arrestation de Sophie eut lieu chez elle, devant les voisins médusés. Celle de Mathieu se déroula dans son cabinet, devant ses patients qui attendaient leur consultation. En quelques heures, toute la ville des Annecy découvrait avec stupeur qu'un crime parfait avait failli réussir, caché derrière apparence respectable un médecin de famille et une épouse dévouée. Mais pour Sophie et Mathieu, les arrestations ne marquaient que le début d'un cauchemar qui allait les mener vers une vérité encore plus terrible. Elle est que, amour qu'ils croyaient pur, était transformé en poison mortel, et le prix à payer serait plus lourd que tout ce qu'ils avaient imaginé. La prison de Bonneville, située à une 30aine de kilomètres des Annecy, avait jamais hébergé de criminels aussi médiatisés que Sophie Renaud et Mathieu Delcourt. Leur affaire avait fait la une de tous les journaux régionaux, et même quelques médias nationaux étaient intéressés à cette histoire des amours devenues meurtrières dans la paisible cité alpine. Sophie et Mathieu étaient détenus dans des quartiers séparés, sans possibilité de communication. Cette séparation forcée révéla rapidement la fragilité de leur relation. Privés de leur passion dévorante, ils commencèrent à réaliser l'ampleur de leurs actes. Mathieu, habitué au respect et à la considération de ses patients, supportait mal l'enfermement et le regard méprisant des gardiens. Sa réputation de médecin exemplaire effondrait jour après jour. Les journaux locaux publiaient des témoignages des anciens patients qui remettaient en question des autres diagnostics, des autres prescriptions.
Toute sa carrière était désormais suspecte. Sophie, de son côté, oscillait entre déni total et accès de culpabilité dévastatrice. Certains jours, elle affirmait son innocence, clamant que Melnock avait fait que m'aimer un homme et être aimé en retour. Des autres jours, elle sombrait dans une dépression profonde, refusant de manger, de parler à ses avocats. Leur procès S ouvrit le 15 avril, 4 mois après leur arrestation, devant la cour des assises de Haute-Savoie, à Annecy. Cette affaire avait été confiée au juge des instructions Pierre Moreau, magistrat expérimenté réputé pour sa rigueur et son impartialité. La salle des audiences était bondée. Au premier rang, Claire Renaud observait avec attention celle qui avait été sa belle-sœur pendant 25 ans. Elle avait du mal à concilier l'image de la Sophie discrète et effacée qu'elle connaissait avec celle de la femme capable de planifier froidement la mort de son mari. Ces accusations étaient représentées par le procureur général, Marie-Claire Dubois, une femme de 50 ans à la réputation redoutable. Dans son réquisitoire des ouvertures, elle planta le décor de ce que, elle qualifiait de assassinat prémédité déguisé en accident médical. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez découvrir comment 2 individus aveuglés par une passion coupable ont froidement organisé la mort d'un homme innocent. Paul Renaud N. était coupable que d'une chose, faire confiance à sa femme et à son médecin. La défense de Sophie était assurée par maître Antoine Cartier, avocat pénaliste lyonnais spécialisé dans les crimes passionnels. Sa stratégie était claire, présenter Sophie comme une victime de manipulation psychologique de la part de Mathieu. Ma cliente est une femme fragile, psychologiquement dominée pendant des années par un mari indifférent, puis manipulée par un médecin sans scrupules qui a abusé de sa vulnérabilité. Mathieu, lui, était défendu par maître Catherine Lemoine, avocate spécialisée dans les affaires médicales. Son approche était différente, plaider le haut d'erreur professionnelle involontaire plutôt que le homicide volontaire. Mon client N n'est pas un assassin, c'est toi est un médecin qui a commis une erreur de prescription sous influence des émotions que il ne contrôlait plus. Il agit des une faute professionnelle grave, certes, mais pas un meurtre. Le premier témoin appelé à la barre fut Claire Renaud. Son témoignage factuel et précis planta le décor de l'enquête qui avait mené à la découverte du crime. J. ait immédiatement senti que quelque chose ne tournait pas rond. Sophie Nessar n'était pas la veuve éplorée qu'elle elle prétendait être, et les incohérences médicales étaient trop importantes pour être accidentelles. Le moment le plus poignant de son témoignage fut quand elle évoqua sa dernière conversation téléphonique avec Paul. Mon frère était heureux, il faisait des projets, il voulait reprendre les enseignements, voyager avec Sophie. Il n'était pas du tout le homme diminué que certains ont voulu dépeindre. Sa mort était évitable, et surtout elle était voulue. Le capitaine Marc Dufresne détailla ensuite les enquêtes policières, insistant sur les mensonges répétés des accusés et les preuves matérielles accablantes. Les relevés téléphoniques montrent une relation suivie entre Madame Renaud et le docteur Delcourt. Mais surtout, le carnet retrouvé chez Madame Renaud prouve la préméditation. Elle suivait jour après jour et l'évolution de l'état de son mari, comme si elle attendait sa mort. Quand vint le tour du légiste de témoigner, ses conclusions furent sans appel. Le taux de digitoxine retrouvé dans le sang de M. Renaud était 3 fois supérieur à la dose thérapeutique normale. À cette concentration, la mort était inéluctable. Il ne agit pas un accident de prescription, mais un empoisonnement caractérisé. Le témoignage le plus attendu était celui de Sophie. Quand elle se leva pour se diriger vers la barre, un silence absolu régna dans la salle des audiences. Elle portait un tailleur sombre, ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage amaigri témoignait des mois d'emprisonnement. « Madame Renaud, reconnaissez-vous avoir entretenu une relation adultère avec le docteur Delcourt ?» Sophie hésita quelques secondes. « Oui, je le reconnais. Cette relation a-t-elle influencé votre désir de voir disparaître votre mari ? Non, je n'ai jamais voulu la mort de Paul. Jamais. » Mais sous les questions pressantes du procureur, Sophie finit par révéler des détails troublants. Il est vrai que parfois avec Mathieu nous rêvions d'une vie ensemble. Mais de là à tuer Paul, pourtant vous avez écrit dans votre carnet « Encore quelques jours et tout sera fini ». Comment interprétez-vous cette phrase? Sophie éclata en sanglots. J s'était perdu, je ne savais plus ce que je faisais. Mathieu me disait que Paul souffrait,
qu'il ne guérirait jamais vraiment. J et peut-être souhaité que ses souffrances arrêtent. Et la nuit de sa mort, pourquoi avoir appelé le docteur Delcourt avant les secours? Cette question fit trembler Sophie. J était paniqué. Paul faisait une crise. Je ne savais pas quoi faire. Mon premier réflexe a été d'appeler Mathieu. Combien de temps avez-vous attendu avant d'appeler les secours? Sophie resta silencieuse pendant de longues secondes. Je ne me souviens plus exactement. Les relevés téléphoniques indiquent 15 minutes, Madame Renaud. 15 minutes pendant lesquelles votre mari agonisait. Cette révélation provoqua un murmure dans la salle. 15 minutes qui auraient peut-être pu sauver Paul, si Sophie avait immédiatement appelé les urgences. Le témoignage de Mathieu fut encore plus accablant. Contrairement à Sophie qui niait toute préméditation, le médecin craqua sous la pression et avoua une partie de la vérité. Oui, j'ai modifié le traitement de Paul en sachant que Seuma était dangereux, mais je me suis convaincu que Seuma était pour son bien, qu'il souffrait trop. Docteur Delcourt, vous avez prêté serment de soigner, pas de tuer. Comment justifiez-vous vos actes? Mathieu effondré répondit D, une voix brisée. Je ne peux pas les justifier. J était aveuglé par ma passion pour Sophie. J ai trahi mon serment. J ai trahi la confiance de Paul. Je suis devenu un monstre. Cette confession eut un impact dévastateur sur Sophie. Entendre les hommes qu'elle aimait la désigner implicitement comme complice de meurtre la fit basculer dans une crise de nerfs qui nécessita l'intervention du médecin de service. Les plaidoiries furent à la hauteur de l'émotion du procès. Le procureur requit la réclusion criminelle à perpétuité pour les deux accusés, insistant sur la préméditation et la vulnérabilité de la victime. Paul Renaud a été tué par les deux personnes en qui il avait le plus confiance, sa femme et son médecin. Cette trahison absolue mérite la sanction la plus lourde. La défense tenta de minimiser la responsabilité de Sophie, présentée comme une femme manipulée et psychologiquement fragile. Sophie Renaud-Hens n'est pas une criminelle née. C.I. est une femme qui a été broyée par un mariage malheureux, puis manipulée par un homme sans scrupules. Pour Mathieu, la stratégie était différente. Plaider les circonstances atténuantes liées à sa passion destructrice. Mon client a commis irréparable sous elle, emprise D, une passion qui a détruit son jugement professionnel. Il mérite une sanction, certes, mais pas celle d'un assassin de sang-froid. Après 3 jours de délibération, le jury rendit son verdict. Sophie Renaud fut reconnue coupable d'homicide volontaire avec préméditation et condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Mathieu Delcourt fut reconnu coupable du même chef d'accusation et condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sa responsabilité étant aggravée par sa qualité de médecin et la confiance qui lui était accordée. Quand le verdict fut prononcé, Sophie S. effondra complètement. Elle fut évacuée sur une civière, en état de choc psychologique complet. Mathieu, lui, accueillit sa condamnation avec une résignation qui ressemblait à un soulagement. Pour la première fois depuis des mois, il semblait en paix avec lui-même. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. 2 semaines après le procès, Sophie fut retrouvée morte dans sa cellule de la prison de Bonneville. Elle avait réussi à se procurer des médicaments psychotropes qu'elle avait accumulés pendant plusieurs jours avant de les ingérer tous d'un coup. Sur sa table de nuit, les gardiens trouvèrent une lettre d'adieu déchirante. Je ne s'arrive plus à vivre avec ce que je ai fait. Paul ne méritait pas de mourir. Il était bon, généreux, il me aimait à sa façon. C et moi qui n'ai pas su l'aimer en retour. J ai détruit la vie D, un innocent pour une passion qui n'était que illusion. Mathieu et moi, nous nous sommes mentis. Ce N était pas de l'amour, C était de l'égoïsme. Je vais rejoindre Paul et lui demander pardon. Peut-être qu'il comprendra. Claire, pardonne-moi si tu peux. Tu avais raison sur tout. Cette lettre fut remise à Claire par les autorités pénitentiaires. Elle l'a lue dans le salon même où, quelques mois plus tôt, elle avait commencé à soupçonner que Sophie cachait quelque chose. Mathieu apprit la mort de Sophie par un gardien de prison. Il ne montra aucune émotion particulière, comme si cette nouvelle confirmait une fatalité qu'il attendait depuis longtemps. Elle a eu le courage que je n'ai pas eu, fut son seul commentaire. Elle, affaire Renaud Delcourt, marqua profondément la ville d'Annecy. Le cabinet médical de Mathieu fut fermé définitivement, aucun médecin ne voulant reprendre un lieu associé à un tel scandale. La maison des Renaud fut vendue par Claire, qui ne supportait plus d'y passer. Mais le plus troublant était les impacts sur la communauté médicale locale.
Combien des autres médecins entretenaient des relations inappropriées avec les familles de leurs patients? Combien de prescriptions étaient influencées par des considérations non médicales? 1 an après le procès, Claire Renaud publia un livre intitulé « Elle, ordonnance de la mort », dans lequel elle racontait, elle, enquête qui avait mené à la découverte du crime. Les bénéfices de ce livre furent intégralement reversés à une association de victimes d'erreurs médicales. Dans la conclusion de son ouvrage, Claire écrivait « Paul est mort 2 fois. Une première fois physiquement, empoisonné par ceux qui devaient le protéger. Une seconde fois moralement, quand nous avons découvert que sa confiance avait été trahie de la manière la plus abjecte. Mais Paul N. n'est pas mort en vain si son histoire peut éviter des autres tragédies similaires. Mathieu Delcourt purge toujours sa peine à la prison de Saint-Paul-en-Jarez près de Lyon. Il a perdu le droit d'exercer la médecine à vie et ne reçoit jamais de visite. Selon les surveillants, il passe son temps à lire et à écrire des lettres qu'il n'envoie jamais. Dans ces lettres, retrouvées dans sa cellule lors d'une fouille, Mathieu S. adresse alternativement à Paul et à Sophie « Paul, je sais que vous ne me pardonnerez jamais, et vous avez raison. J'ai assez utilisé mes connaissances médicales pour vous tuer. J'y sais trahi le serment des Hippocrates et votre confiance. Je n'ai aucune excuse. Sophie, nous nous sommes perdus dans un mensonge. Ce que nous appelions amour né était que fuite de nos responsabilités. Nous avons détruit 3 vies pour quelques moments de illusion. Chaque année, le 23 novembre, jour anniversaire de la mort de Paul, quelques-uns déposent des fleurs sur sa tombe au cimetière de Loverchy. Ce ne sont ni Claire ni des anciens collègues, mais un mystérieux visiteur qui ne est jamais fait connaître. Cette personne laisse toujours le même message sur un petit papier. « Paul, votre histoire nous rappelle que la confiance est le bien le plus précieux. Reposez en paix. Elle, affaire Renaud Delcourt, reste dans les annales judiciaires comme elle, un des crimes les plus sordides commis en Haute-Savoie. Elle a inspiré de nouvelles règles déontologiques pour les médecins et renforcé les contrôles sur les prescriptions de médicaments cardiaques. Mais au-delà des aspects juridiques et médicaux, cette histoire pose une question universelle. Jusqu'où peut-on aller au nom de elle ou l'amour? Sophie et Mathieu ont cru aimer, mais ils n'ont fait que détruire. Leur passion est transformée en poison, contaminant tout ce que elle touchait. Paul Renaud, professeur de littérature, aurait peut-être trouvé dans cette tragédie matière à une leçon sur les dangers de la passion destructrice. Lui qui enseignait Racine et ses héroïnes dévorées par leurs sentiments, imaginez pas que il deviendrait lui-même victime d'une tragédie digne des plus sombres pièces classiques. Aujourd'hui, dans les rues d'Annecy, quand on évoque l'affaire Renaud Delcourt, les habitants hochent tristement la tête. Cette histoire leur a rappelé que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus respectables et que la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais. Elle, amour véritable, construit, protège, élève. Ce que Sophie et Mathieu ont vécu, était que égoïsme déguisé, et Paul Renaud en a payé le prix ultime. Sa mémoire reste au jour, la seule chose pure dans cette histoire de mensonge et de trahison. Merci d'y avoir suivi cette histoire troublante, qui nous rappelle que l'amour véritable ne peut jamais justifier la destruction des autrui. Que avez-vous pensé du comportement de Sophie et Mathieu? Pensez-vous que leur punition était justifiée? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée si Paul avait été plus attentif aux changements chez sa femme? Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour découvrir d'autres récits tout aussi intrigants. Vos commentaires nous intéressent beaucoup. Quelles leçons retenez-vous de cette affaire? Et si vous souhaitez soutenir notre chaîne, vous pouvez devenir membre ou nous envoyer un valleux. Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer ces histoires fascinantes qui explorent les recoins les plus sombres de l'âme humaine. À bientôt pour une nouvelle enquête.